On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-directeur général de la Chambre de commerce du Richelieu, Claude Demers, qui a terminé ses fonctions il y a quelques jours. Il se lance maintenant avec son entreprise Tactique. Il va nous parler un peu de tout ce contexte et des raisons de son départ également de la Chambre de commerce. Mais d'abord, parlons de repas à domicile. C'est ce qu'on appelait dans le temps les popotes roulantes. Il y a plusieurs organismes qui le font, qui l'offrent, notamment le Centre d'action bénévole d'Iberville. Du côté d'Iberville, on l'offrait 10 mois par année, mais on arrêtait durant l'été, faute de budget aussi, parce qu'il y a une personne de rémunérée, le reste, c'est des bénévoles. Et là, il y a un projet pilote. On va maintenir le service durant l'été. Bref, on va parler, bien sûr, de ce programme, mais également des autres services offerts par le CAB, le Centre d'action bénévole d'Iberville, avec Mélanie Dufresne et Normand Théberge à l'instant. Projet pilote cet été au Centre d'action bénévole d'Iberville, repas à domicile. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Mélanie Dufresne, bonsoir. Bonsoir. De même que Normand Théberge, bonsoir et bienvenue. Repas à domicile, ça consiste en quoi et pourquoi c'est un projet pilote du côté de votre organisme? Bien, en fait, les repas à domicile, on fait la livraison 3 fois semaine de repas dans le but de maintenir les gens à domicile de façon autonome, en santé aussi, parce qu'on sait que quand on vieillit, des fois, de se faire à manger quand on est seul, c'est moins motivant. Là, après ça, on perd des nutriments. Donc, en offrant ce service-là, on permet aussi aux gens de bien s'alimenter, donc de prendre soin aussi de leur santé. Est-ce que le Centre d'action bénévole le faisait dans le passé ou l'a déjà fait de façon momentanée? Oui. En fait, il fut un temps où on était peut-être un petit peu moins fonctionnaire. Il y a des gens qui nous disent qu'on est devenu un peu plus fonctionnaire. Le centre n'arrêtait même pas l'été pour les vacances, alors on se remplaçait, on se reléguait. Et les repas qui s'appelaient popotes roulantes à l'époque étaient livrés continuellement. Mais on remarquait qu'il y avait une baisse chez les bénéficiaires. Là. Alors, après un certain temps, on a ralenti l'été, mais on veut relancer le projet, en fait, parce que, évidemment, il reste une bonne quantité de gens qui ont besoin d'avoir ces repas-là durant l'été. Alors, on revient avec des menus particuliers là, pour répondre à ces besoins-là. Bon, oui. Bien, quand on parle aussi, c'est aussi un besoin, je pense, la population est vieillissante, puis je pense que c'est un besoin de prendre visite à ces gens-là aussi. Je pense que c'est une façon aussi pour eux... Une pierre deux coups, là. Oui, une pierre deux coups, une façon de briser leur isolement. Puis ces derniers temps, on a cru comprendre dans le milieu que c'était un besoin. Parce que dans le fond, le Centre d'action bénévole le faisait durant l'année, mais à l'exception de l'été, c'est ça? Dans le fond, on arrêtait pendant quelques semaines, 2 mois, 3 mois? 2 mois. 2 mois. Oui. Dans le fond, on va continuer le service. On va continuer le service, mais on va le changer parce qu'il y a une nuance à tout ça. Il y a toutes les ressources qui viennent autour de ça. Pendant les 10 mois qu'on offre ce service-là, on a quelqu'un qui est rémunéré pour gérer les bénévoles, pour gérer les menus. C'est différent pendant l'été. Cette personne-là n'est pas rémunérée pendant l'été, n'est pas là. Donc, il a fallu trouver des ressources bénévoles compétentes pour gérer ce type de service-là. Donc, ça veut dire que le service au cours de l'été va être entièrement bénévole? Oui. C'est ça, en fait. En réalité, même durant toute l'année, il n'y a qu'une seule personne salariée. Tous les autres sont des bénévoles, soit dans la cuisine, soit à la livraison. Surtout à la livraison, c'est continuellement des bénévoles. Et même que ça va permettre durant l'été de rajouter des jeunes qui vont aller livrer les repas avec des adultes, évidemment. Des jeunes d'âge scolaire là, qui, ça, durant l'année, ne peuvent pas y aller, mais là, qui sont disponibles. Qui en profitent l'été pour faire du bénévolat. Alors, on va pouvoir inclure ça comme... Oui, on se permet de faire des activités intergénérationnelles qui est super intéressant. On va amener nos jeunes, c'est des jeunes, c'est notre futur. On veut les amener à s'impliquer, à voir ce qui se passe autour d'eux. Donc, c'est une belle façon de les mettre en action. Généralement, donc, on parle de combien de repas chez vous, là, par semaine ou par mois? Nous autres, par semaine, c'est 150 repas. 150 repas? Nous autres, on dessert le secteur Iberville, Saint-Athanas et Mont-Saint-Grégoire. Donc, on a une population d'environ 25-30 000. Bon, ça, c'est 150 repas par semaine? Par semaine. Fait que ce que ça veut dire en réalité, c'est que la personne, elle reçoit quoi? Elle reçoit combien de repas dans sa semaine? Ou on lui donne... Quand on arrive chez elle, on lui donne quoi au juste? Bien, en fait, c'est livré 3 fois semaine. Donc, elle a le droit à un repas chaud 3 fois semaine. C'est une soupe, un plat principal et un dessert. Frais du jour, chaud. Livré chaud comme un restaurant pourrait livrer chez vous, C'est l'atout principal. Le problème chez les gens, c'est que
s'ils manquent d'appétit le moindrement, ils restreignent pas mal. Là. Un rôti avec du fromage, ou bien ça ne leur tente pas, quand même que le plat est congelé, il faut qu'ils le sortent, faire chauffer, etc. Mais lorsque ça arrive chaud, bien, en fait, c'est pas mal plus facile de manger. Ouais, tu n'as même pas le choix de le manger. Ouais. C'est plus attrayant. Puis, c'est ça, il peut même en garder une partie pour plus tard, parce que les portions sont quand même assez grosses. Là. Alors, c'est ça l'atout. Et on se rapproche, là, en fait, de Saint-Hubert Barbecue ou la Coque Rapide ou les autres. C'est la même chose. C'est des repas chauds livrés à domicile. Alors, pas chaud. Puis, quoi, vos livreurs bénévoles sont équipés? C'est ça, cantine, même genre. Etc. Pour garder la chaleur, garder la température. Puis quand on parle de projet pilote aussi, la nuance, c'est que, étant donné qu'on n'a pas, assez de ressources pendant l'été, on va plutôt opter pour des menus d'été. Des menus estivales qui sont plus faciles à concocter. Entre autres, on peut parler de sandwich panini, ça peut être des wraps, ça peut être des salades César au poulet. Donc, on veut proposer quelque chose de différent qui fait estival, puis qui nécessite peut-être moins de popote autour du four aussi. Bon, vous allez distribuer un formulaire en guise de sondage auprès de votre clientèle? C'est déjà fait. C'est déjà fait? On a eu une belle réponse. En fait, on a distribué, c'est la semaine dernière qu'on a commencé à distribuer, je crois, vendredi. Une bonne semaine, là. Puis c'est 50 de la clientèle qui nous a répondu. Il y en a 80 qui vont adhérer à ce service-là cet été. Donc, 80 des répondants. On attend toujours, mais ça augure bien. Qui décide des repas? Comment ça se fait? Qui fait ça? Grosse consultation. D'abord, la cuisinière. Cuisinière et aussi, en fait, tous ceux qui peuvent nous suggérer des choses. En fait, ça nous est déjà arrivé de consulter une diététiste au CLSC pour qu'il nous dresse une liste. On a participé à des programmes qui s'appelaient fruits, comment ça s'appelait? Il y en avait dans les restaurants aussi, là. Plus de fruits et de légumes. Les 5, 10, 30, c'est ça? Oui, c'est ça, justement. On avait une affiche qui présentait ça. Alors, on va pouvoir s'en rapprocher encore plus avec ces repas-là, parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes, etc. Là. Alors, on consulte, puis on essaie d'avoir quelque chose. En fait, aussi, en demandant aux bénéficiaires, c'est beau avoir des beaux repas, mais il faut qu'ils soient intéressés à les manger aussi. Oui. Est-ce que les bénéficiaires doivent débourser un léger montant par rapport à ça? Oui, c'est 5 la livraison. 5 la livraison. Oui. Est-ce que ça arrive quand même à autofinancer le service? C'est sûr qu'on est un organisme subventionné. Si on était dans le privé, il y a 1 ou 2 organismes à Saint-Jean qui livrent des repas du même genre, mais sont obligés de les vendre à quoi? À moins cher, 7-8 $ pour arriver. Nous, évidemment, subventionnés, notre but, c'est de répondre à des besoins. Donc, évidemment, on peut baisser les prix à 5 $. Alors, ça paie une bonne partie, mais pas nécessairement tout. C'est la subvention qui vient comme c'est ça, comble la différence, oui. Mis à part, évidemment, les repas à domicile durant l'été, le Centre d'action bénévole poursuit quand même une série d'activités ou de loisirs ou de services offerts durant l'été? Bien, c'est sûr qu'on réduit certains services, entre autres les activités pour briser l'isolement, comme on parle du dîner plus, ou ça peut être le ciné-club et discussions, des activités comme ça qu'on invite la population à venir de chez nous. Ça ne marche pas à son plein, c'est plus en relâche, finalement, en vacances, parce que la demande est moins là. Les gens ont des chalets, les gens ont de la famille aussi qui sont en vacances, donc je pense que le besoin n'est pas là. Puis aussi, encore là, on parle de ressources. On a beaucoup de ressources bénévoles qui nous aident dans toutes ces activités-là, qu'eux autres aussi sont en relâche, eux autres aussi, ils partent, ils vont au chalet. Donc, c'est sûr que ça nous oblige à réduire nos services. Parce que, outre, un repas à domicile, c'est une chose, mais pour l'ensemble de vos services, il y a combien de bénéficiaires chez vous? 500, 1000 personnes? Dans une année, vous pouvez toucher plus que ça? Bien, nous autres, on a plusieurs services. Donc, ce serait... nous autres, on a autour de 5000 bénéficiaires, mais là, on parle de... La totalité. La totalité. On parle d'alphabétisation, on va parler de la boutique familiale. On a beaucoup de services, nous autres. On est comme plusieurs organismes en un, finalement. Bon, avec plusieurs heures de bénévolat et plusieurs bénévoles, je présume. Oui, là. Oui. Puis pour revenir à votre truc, quand vous parliez de qui s'occupe des menus, cet été aussi, étant donné que notre cuisinière, elle n'est pas là pour nous aider avec ce menu-là, j'ai eu la chance de recruter une bénévole nutritionniste qui est en train de finir son bac. Donc, elle commence à travailler avec nous ce jeudi pour nous aider à monter ce menu-là. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je crois que ça va être positif. Le volet maintien à domicile au Centre d'action bénévole d'Iberville, outre les repas
ou les visites, ça représente quoi comme palette de services pour maintenir les gens dans leur foyer? Transport, c'est sûr. Nous, on s'en tient au domaine médical. De tous les groupes, les aînés sont ceux qui bénéficient le moins des programmes pour le transport. On sait qu'il y en a beaucoup de programmes différents là, pour aider à transporter les gens vers les hôpitaux ou autres. Et les aînés n'ont rien pour ça. Donc, c'est pour ça que le ministère des Transports autorise les bénévoles à faire du transport. Alors, ça continue tout le temps. Visite, ça continue aussi forcément. Téléphone sécurisant jusqu'à un certain point. Et autres services, comme évidemment les formulaires, et l'aide aux formulaires, déclaration d'impôts, on en fait toute l'année. On élargit même le territoire, là, parce qu'il y a d'autres organismes cessent durant à la fin de la période des impôts. Alors nous, on continue. Et on pourrait inclure à ça, donc le repas à domicile maintenant, ça va se continuer. Et on a aussi... On met l'accent beaucoup sur faire sortir les gens, plus qu'autre chose, parce qu'évidemment, si on... aller les visiter, mais parfois, il faut les faire sortir aussi. On peut faire des belles visites, être entre quatre murs et parler de ses problèmes, mais ça ne les résout pas. De sortir, de rencontrer d'autres personnes, ça élargit les horizons, ça rapetisse ses problèmes, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent beaucoup là-dessus. Depuis un an ou deux maintenant, là, on a beaucoup d'activités sociales pour sortir les gens. On fait des visites, mais on les incite tout le temps. Les faire sortir. Alors, des dîners plus, on a à tous les mercredis, il y a des choses, en fait. Même le mardi, des fois, il y a 2 journées par semaine. Avez-vous une bonne rétention au niveau de vos bénévoles? Êtes-vous toujours en recherche de bénévoles? On a une belle rétention de bénévoles. On a des gens dévoués. Pour ça, on est chanceux, on est choyés. Si les gens veulent être bénévoles, ça fonctionne comment chez vous? On vous appelle, mais après ça, on nous oriente comment? Ils viennent me rencontrer à mon bureau. Et puis de là, j'y vais un peu avec leurs intérêts à eux. J'y vais pas selon mes besoins à moi, nos besoins en tant qu'organisme, mais plutôt eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc, je vais les recruter, mais peut-être pas nécessairement entre nos 4 murs chez nous, mais je vais les envoyer à un endroit où est-ce qu'eux vont être capables de s'épanouir et de vraiment apprécier. Parce qu'on s'entend que faire du bénévolat, il faut que ça soit plaisant. Si ce ne l'est pas, puis si c'est une tâche, bien, alors on y va vraiment avec le besoin de la personne. Donc, si les gens veulent s'inscrire à ce projet pour cet été, donc les repas à domicile, ils contactent directement le Centre d'action bénévole? Oui, ils doivent faire partie. Par contre, ils doivent être résidents de d'Iberville, Saint-Athanas ou Mont-Saint-Grégoire. Ils téléphonent à Normand-Héberge au 450-347-1172. Ils peuvent visiter également notre site Web. On est sur Facebook. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bon été. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente bien sûr l'ex-directeur général de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Il était directeur général de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu depuis environ 1 an et demi. C'est Claude Demers, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je pense que j'étais rendu à un autre chemin professionnel. On était en planification stratégique, on était au lancement ou à la préparation de la prochaine programmation à la Chambre de commerce. Puis, évidemment, on planifiait la prochaine année. Puis, bon, à travers des échanges, on s'est aperçu que nos visions n'allaient peut-être pas dans la même direction. Je dirais qu'on voulait, les deux parties, travailler au développement de la région. Je pense qu'on a tous, les deux parties, à cœur le développement du Haut-Richelieu, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais peut-être que le chemin qu'on voulait utiliser n'était pas nécessairement le même. Ce qui m'a vraiment donné le goût de tout donner mon énergie pour l'entreprise que j'ai. C'est une entreprise que j'ai fondée il y a près de 10 ans, qui s'appelle Tactique Production, qui est dédiée à l'organisation d'événements et au développement de partenariats, la recherche de commandites. Donc, j'avais jamais
fait le développement de cette entreprise-là à 100 je l'avais plus fait de façon sporadique depuis une dizaine d'années. Bon, vidons la question que les gens peuvent parfois se poser quand ces choses-là arrivent. Oui. La rumeur va dire « Ah, c'est ça, Claude a été congédié de la Chambre de commerce. La raison officielle, c'est on ne s'entend pas sur la vision. » C'est quoi la vraie affaire? Bien, une chose est sûre, c'est qu'on a quand même des points communs, puis on a encore une vision qui est partagée. Parce que la première des choses, moi, je suis devenu membre de la Chambre de commerce ce matin. Et j'avais une conférence qui était prévue le 5 juin, qui a toujours lieu, une conférence sur la créativité dans les organisations. Effectivement, on avait une différence de vision. Comme je parlais tantôt, je pense que l'image du chemin à parcourir différent pour atteindre le même objectif, je pense que c'est une belle image. Par contre, dans mon cas, j'ai préféré y aller avec mon entreprise. Puis, on reste en bonne relation. En bonne relation, quand même. Ça arrive fréquemment que des organisations n'ont pas nécessairement la même vision ou la même... On dit souvent dans la vie qu'il ne faut pas avoir de regrets nécessairement, parce qu'auparavant, tu as été pendant quoi, 3 ans et demi, à peu près un peu plus de 3 ans à la Société de développement, qui dans le temps s'appelait Rue Principale. Oui. Là, depuis 1 an et demi, à la direction de la Chambre de commerce. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Parce que même au départ, quand tu as été nommé à la Chambre de commerce, il y en a qui disaient, il me semble que Claude n'a pas le profil qu'on s'attend parfois d'un directeur de chambre de commerce, quelqu'un qui a toujours le petit veston, cravate, etc. Comme on dit en anglais, mismatch un peu. Mais à la limite, c'est correct parce que la Chambre organise beaucoup d'événements et l'organisation d'événements, évidemment, c'était ta force, là. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là à la Chambre? C'est clair que je n'avais pas nécessairement le profil traditionnel, habituel d'une chambre de commerce. Puis ça, je le savais même en acceptant le poste. Mais ça, pour moi, c'était pas important. Puis je crois que c'était pas important non plus pour l'organisation parce que c'est moi qui ai été sélectionné. On est venu chercher, oui, pour ma force en organisation d'événements, parce que j'en ai fait plusieurs. Il y en a énormément au niveau de la Chambre de commerce. Puis c'est ce qui permet de la rentabiliser actuellement à la Chambre de commerce, c'est les événements qui sont organisés. L'autre élément, je pense, qui avait fait un peu ma marque pour ma sélection, c'est ma capacité à travailler en équipe, la force du réseau, d'être capable de créer des liens, de faire les bonnes associations d'idées ou de projets pour assurer le développement de l'organisation. Ce que j'ai appris beaucoup, mais c'est surtout le réseau que j'ai développé ici localement. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on dirige une chambre de commerce? Bon, il y a le membership d'un côté, il y a les événements organisés, il y a le CA aussi, il y a beaucoup de monde là-dessus qu'il faut gérer, il y a des attentes parfois. C'est quoi le plus difficile dans la gestion? Il y en a beaucoup de choses qui sont difficiles. C'est évidemment les attentes ou essayer de plaire un peu à tout le monde. On a 5 000 entreprises sur le territoire. On a 5 000 adresses commerciales sur le territoire. On a actuellement 500 membres au niveau de la Chambre de commerce. Fait que déjà là, on ne répond pas aux besoins de toutes les entreprises. On ne peut pas toujours répondre aussi à la vision des 500 membres. Puis c'est un peu comme la politique, hein? Il y a des gens qui vont en politique, ils prennent des meilleures décisions, selon eux, pour le milieu. Souvent, c'est des décisions qui vont apporter des retombées. Mais malgré ça, la satisfaction n'est pas toujours à son paroxysme. Moi, ce qui me frappe, je regarde dans les 25 dernières années, l'évolution de la Chambre de commerce, qui, selon ses directeurs et ou selon ses présidents, varie entre un organisme rassembleur qui crée des événements, qui crée du réseautage, et parfois qui joue un peu plus le rôle de lobby politique ou de prise de position. Est-ce que c'est ça parfois la différence de vision entre ce que doit être une chambre de commerce? Tu touches un excellent point, Éric, parce que normalement, la chambre de commerce devrait faire les deux. Mais comme le financement est extrêmement difficile actuellement, puis ça, c'est généralisé au niveau des chambres de commerce, le membership est difficile au niveau du renouvellement, au niveau du développement du membership. Ça fait en sorte que les budgets sont limités. Fait qu'on se retrouve toujours à être obligé d'en choisir un par défaut. Fait que selon la couleur du président, selon la couleur du directeur général, c'est sûr qu'il y en a un qui va prendre un petit peu plus le lead que l'autre. Parce que je pense qu'une chambre de commerce est là pour organiser des événements, faire du réseautage, mais aussi là pour défendre les enjeux économiques puis prendre position. Mais à un moment donné, quand les effectifs sont réduits, pour des raisons qui sont très, très mathématiques et budgétaires, bien, ça devient difficile de faire les deux. Puis c'est toujours ce qui fait qu'on a un peu un effet de vague d'un côté comme de l'autre. Mais le monde idéal, c'est les deux. Le monde idéal, ça reste les deux. Oui. Selon aussi la disponibilité des gens du CA à s'impliquer aussi. Oui, et la couleur aussi des membres du CA. Là.
1 an et demi à la Chambre de commerce, 3 ans à Rue Principale, Société de développement. Auparavant, c'était Bassin en Fête, là, qui organisait la défunte Grenouille, là, qui malheureusement n'existe plus. Tu étais là quand même assez longtemps. J'étais 10 ans à Bassin en Fête à Chambre. 10 ans. Donc au total, ça fait pas loin de 15 ans. Alors. Exactement. 15 Puis ans, la fête Bière et Saveur qui était aussi... La fête Bière et Saveur qui est rendue un événement assez gigantesque. Oui. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, toujours citoyen. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est l'entreprise Tactique? L'entreprise Tactique, c'est une entreprise spécialisée en organisation d'événements et en développement de partenariats. J'ai une expertise en organisation d'événements. Je peux organiser toutes sortes d'événements, autant du festival. Je peux travailler à donner un coup de main au niveau des festivals pour différents projets. Je peux travailler au niveau de leur planification stratégique. D'ailleurs, c'est ce que j'enseignais, la planification stratégique à l'ITHQ ou à l'IEX quand je suis allé à Bruxelles. Puis l'autre volet qui m'intéresse beaucoup et qui est souvent méconnu, c'est le développement de partenariats, la recherche de commandites. Très peu de gens se spécialisent dans ce domaine, puis c'est quelque chose qui est un besoin pour les événements, vraiment d'aller chercher du financement. Ouais. Aujourd'hui, la commandite, c'est plus simplement de donner 5 000 $ puis de mettre un logo dans un dépliant. Ça ne fonctionne plus, ça. Les entreprises, ils veulent avoir un positionnement, ils veulent être alliés rattachés avec le client, ils veulent que le client vive une expérience en participant à l'événement, ils veulent avoir une expérience satisfaisante pendant le festival. Ils veulent se démarquer. Ils veulent se démarquer, mais ils veulent que le client vive une expérience en lien, en se rappelant le produit qu'ils veulent positionner, donc le commanditaire. Parce que même on le voit dans les dernières années, prenons l'exemple des Montgolfières, qui est une grosse organisation avec des millions de dollars en budget. Et je sais, à chaque année, on faisait des entrevues avec Paul Tourin qui nous disait, là, c'est criant, les subventions fédérales provinciales diminuent, on ne peut pas nécessairement augmenter le coût d'entrée, le monde ne viendra plus. Puis là, sinon, c'est le budget spectacle qui est affecté. Puis là, c'était des spectacles un peu moins hot, les gens disent, ah, il me semble que c'est moins hot cette année. Bon, c'est toujours très difficile de plaire à tout ça. Effectivement. Puis l'argent, il faut aller le chercher dans le privé. Même, je me rappelle, dans le temps, il y avait les cigarettiers qui commanditaient beaucoup. Qui n'ont plus le droit. Qui n'ont plus le droit. Ça a amené une baisse de revenus, notamment les feux d'artifice Benson et Hedges, là, dans le temps. Bon, les Loto-Québec ont venu compenser. Mais Loto-Québec a compensé. Donc, la recherche de commandites devient à peu près la soupape pour financer les événements qu'on veut bien tenir. Ça devient très, très, très important. Puis, il faut vraiment être capable de se démarquer. Puis, le festival, par rapport à ça, se démarque très bien au niveau du marketing expérientiel, par l'aménagement des zones qui positionnent les entreprises, les commanditaires et qui offrent une expérience loisir aux visiteurs. Bien là, on a quelque chose d'intéressant au niveau du positionnement. Bon. Est-ce que, dans le fond, avec l'entreprise Tactique, est-ce que tu veux agir un peu comme un sous-traitant auprès de différentes organisations qui tiennent des événements? C'est quelque chose que je peux faire quand on parle du développement de partenariat. Je peux travailler autant du côté de l'événement qui recherche des commanditaires que de l'entreprise qui veut se positionner différemment. Donc, je peux faire une évaluation de ce qu'il recherche, de sa clientèle, et identifier les festivals dans lesquels il pourrait offrir quelque chose de différent. Bon, si je donne un exemple. Disons qu'à Candiac là, ou à Richelieu, ils veulent se partir un festival de blues. Oui. Bon, là, ils t'appellent, puis là, après ça... Effectivement, je peux leur offrir autant le volet organisationnel, monter la structure, les échéanciers, toute la planification, tous ces éléments-là que j'ai mis en application dans d'autres organisations, je peux leur donner un coup de main par rapport à ça. Je peux, par contre, aussi les aider au niveau de la recherche de commanditaires. Bon, je regarde ça, si je remonte encore là, il y a 20-25 ans, quand j'ai commencé dans le métier, entre autres, il y avait une prolifération de théâtres d'été. Alors, c'était des théâtres d'été. Puis après ça, il y a eu une épuration naturelle. Je pense qu'ils sont passés à peu près de 150 à 80. Jusqu'à 80, je ne suis même pas sûr, il y en a peut-être moins que ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a trop d'événements au Québec? Est-ce que... Parce qu'à un moment donné, les commanditaires, là, ils se font solliciter de partout. C'est une grande question. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne peux pas nécessairement y répondre comme ça. Je sais qu'il y a des périodes de vagues, que ce soit dans le monde des événements. Il y a eu la même chose au niveau des microbrasseries quand j'étais à la fête Bière et Saveur. À un moment donné, il y en a beaucoup qui démarrent. Ouais. Puis là, après ça, il y a un peu un écrémage naturel là, qui s'installe où ce que les moins forts vont disparaître. Ce matin, il parlait justement du financement des événements au niveau de la commandite, une étude de Festival Événements Québec là, qui a été diffusée. Puis il expliquait que les événements se finançaient peut-être à l'ordre de 24 à 30 % au niveau de la commandite privée. On fait quoi avec les événements qui sont tributaires de la météo? Les Montgolfières, en 30 ans, ont réussi, avec un calendrier de 9 jours, à avoir une moyenne à peu près de 11 envolées. Des fois 13, des fois 8-9, là, mais ça joue là-dedans. Je regarde, exemple, le hockey d'antan que Rue Principale a démarré, puis malheureusement, 2 années consécutives, paf, des conditions météo catastrophiques, qui finalement ont eu un peu raison de l'événement, qui était pourtant avait un potentiel incroyable. Oui, le potentiel était là. Il faut faire une évaluation des risques.
La problématique au hockey d'antan, c'est que le risque de la météo n'était pas sur un seul volet de l'achalandage, exemple comme plusieurs événements, mais aussi sur la tenue même, la raison d'être de l'événement. Si on prend l'exemple de l'International de Montgolfière, en 9 jours, on est à peu près certain d'avoir certaines envolées. C'est sûr que la pluie peut jouer sur l'achalandage au niveau des spectacles, mais encore là, sur 9 jours, on va réussir à avoir un certain achalandage. Le hockey d'antan, le risque était très, très élevé sur plusieurs volets. Il faut vraiment évaluer le risque et le calculer dans son budget. Claude Demers, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Eric. Bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes propriétaire d'une piscine hors terre ou creusée, mais surtout pour les hors terre, on vous invite à respecter la réglementation municipale. Vous savez que ça a changé aussi aujourd'hui. Donc, si vous désirez être à jour dans la réglementation, bon, si vous avez des piscines creusées, il y a tout l'aspect du clôturage. Les piscines hors terre, il y a des distances à respecter, des hauteurs et tout ça. Bref, si vous voulez savoir si vous êtes en règle ou si vous êtes sur le point d'installer une piscine et vous voulez savoir si vous êtes correct, bien, allez visiter le site Internet de la Ville ou vous téléphonez à l'urbanisme 359-2400. À chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est diffusée aux heures qui apparaissent à l'écran et se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, notamment la carte pleine qui est à 2 000. C'est à 9h30 le dimanche matin en direct au câble 9, ne pas confondre avec le 609. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets MRC ou Richelieu, Rouville, tout le territoire de Farnham, Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu. Et pour connaître la liste, vous allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même 358-1912 et vous demandez Claude Benoît. À demain.